Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Comme Remco Evenepoel ces 2 dernières années, Tadej Pogačar a remporté Liège-Bastogne-Liège en solitaire après une attaque dans la côte de la Redoute. Pour le Slovène, c'est la 2e fois qu'il remporte Liège-Bastogne-Liège après sa victoire en 2021. Et justement, dans ce podcast, on va revenir sur ce qu'il s'est passé ce dimanche avec donc la victoire de Tadej Pogačar, mais aussi la 2e place de Romain Bardet, et la victoire de Grace Brown chez les féminines. Et aussi, on en profitera pour faire un bilan de ce qu'il s'est passé sur cette campagne des Ardennaises, en n'oubliant pas non plus la flèche wallonne avec les victoires de Stephen Williams et Katarzyna Niewiadoma. On va voir cela avec nos 3 chroniqueurs du jour. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Johan. Salut Johan. Salut à tous. Et on complète notre équipe du jour avec Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors déjà, petit rappel des faits résumés rapide de Liège-Bastogne-Liège pour ceux qui n'auraient pas forcément tout suivi. Il s'est déjà passé quelque chose d'assez important, assez loin dans la course, à environ une centaine de kilomètres de l'arrivée. On a eu une grosse chute sur une route étroite qui a coupé le peloton en deux, juste avant la côte de Mont-le-Soie, qui a piégé notamment Mathieu Van Der Poel, qui venait de retirer ses jambières à sa voiture, mais aussi des coureurs comme Tom Pidcock, Valentin Madouas, Romain Grégoire ou encore Maury Van Sevenant. Derrière, le peloton avait commencé à s'activer et s'est vraiment mis en marche, avec notamment l'équipe Israel Première Tech, puis ensuite l'équipe Emirates de Tadej Pogačar. Il y a eu jusqu'à 1 minute 30 d'écart entre ce peloton et le peloton des coureurs qui ont été coincés par la chute. Mais finalement, après une trentaine de kilomètres de chasse, les principaux coureurs ont pu revenir, après donc justement la trilogie One Stoke Haute Levée, où ça avait quand même plutôt pas mal bagarré. Derrière, il s'est pas passé forcément grand chose avant la côte de la Redoute, l'équipe UAE Emirates a bien contrôlé le peloton, et justement c'est là, juste avant en plus les pourcentages les plus difficiles de la côte de la Redoute, que Tadej Pogačar a placé son attaque décisive. Richard Carapaz a tenté de résister sur quelques hectomètres, mais le Slovène s'est bien envolé à 35 km de l'arrivée pour aller décrocher donc en solitaire son 2e Liège-Bastogne-Liège. Derrière, du côté des poursuivants, on a 4 coureurs qui ont réussi à se détacher un petit peu après le sommet de la Redoute. Ben Illy, Romain Bardet, Romain Grégoire et Benoît Cosnefroy. Et dans la dernière principale difficulté, la côte de la Roche-au-Faucon, Romain Bardet a réussi à s'isoler et ensuite à tenir bon en solitaire pour aller décrocher la 2e place face à un groupe qui a vu petit à petit des coureurs qui revenaient de l'arrière, avec notamment Mathieu Van Der Poel, qui a pu ainsi décrocher au sprint la 3e place. Voilà donc pour le bilan résumé global de ce Liège-Bastogne-Liège. La première question va être assez traditionnelle maintenant. Comment vous avez trouvé, Geoffrey, Raphaël, Johan, comment vous avez trouvé ce Liège-Bastogne-Liège ? On va dire comme pour les autres, pour l'un Liège-Bastogne-Liège, c'était bien. Donc on est dans une saison où les courses sont pas mal par rapport à ce qu'on a traditionnellement. Franchement, on n'est pas à plaindre du printemps qu'on a eu. Peut-être qu'il y en a qui vont râler sur le suspense pour les grandes classiques, mais en termes d'animation, loin de l'arrivée, Oui, on est tellement sûr. habitué à ce qu'en regardant 10 minutes cumulées, on ait vu toute la Flèche Wallonne et tout Liège-Bastogne-Liège, là, c'est clairement pas le cas pour cette saison. C'est sûr que la balance suspense-spectacle, il y a quand même un sacré changement, mais avec aussi bien Mathieu Van Der Poel que Tadej Pogačar qui mettent un grand coup sur la tronche du suspense en attaquant à 50, 40, 60 km de l'arrivée et partant tout seul. Bon, forcément, il faut regarder derrière pour en avoir un peu. Mais ça a produit du suspense, du spectacle, pardon. Ça c'est sûr. Raphaël, de ton côté, comment t'as trouvé ce Liège-Bastogne-Liège ? Bah pareil, c'était vachement mieux que d'habitude. Parce que franchement, d'habitude, on n'a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent avant la côte de la Redoute.
Et encore, ça, c'est depuis 2 ans, parce qu'avant, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent avant la côte de la Roche-au-Faucon. Donc là, non, moi je suis plutôt content de ce que j'ai vu sur Liège. Après, bah, la flèche wallonne, c'était plutôt bien aussi. C'est la première fois que je regarde une flèche wallonne et que ça dure plus que 5 minutes. En tout cas, que la partie plaisante dure plus que 5 minutes. Donc, Oui, c'est la première fois depuis longtemps il s'est passé quelque chose avant la dernière montée du mur de vie. On prendra le temps d'y revenir tout à l'heure parce que ça méritera de s'y attarder justement sur cette flèche wallonne. Johan, pour compléter ce tour de table, comme Raphaël et Geoffrey, c'est pas mal pour un Liège-Bastogne-Liège, ce qu'on a eu cette année. Bah, même en général, c'était bien. Enfin, moi, je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé la course. C'est un peu. Geoffrey a fait cette comparaison-là sur le Tour des Flandres. Moi, j'ai un peu la même sensation il y a une super course à bouger. Derrière, c'était dynamique, il y avait des choses intéressantes. Enfin, non, c'était chouette. Enfin, après, il y a l'autre devant. Bon, enfin, ça n'a aucun intérêt, mais en même temps, quand il part, pas grand-chose derrière. Donc, non, enfin, c'était plutôt. Non, moi, j'ai bien aimé, quoi. Ouais, en gros, il y a eu de l'action, il s'est passé des choses, et puis une fois que Pogacar a attaqué, ce qui t'intéressait, c'était plus Pogacar, quoi. C'est plus Pogacar, mais la lutte pour le podium à deuxième place, j'ai trouvé vachement chouette, avec des bons rebondissements, des beaux mouvements de course, du suspense. Enfin, c'était très très bien. Après, c'est dommage que ce soit pas pour la victoire cette course-là, mais Ouais, bah, c'est sûr que ça a été assez serré, et c'est quelque chose qui m'a quand même frappé, moi, quand je regardais la course, et je l'avais mis d'ailleurs sur le forum, je me disais quand même, c'est fou de voir à la fois l'écart qu'il y a entre Pogacar et les autres, et en même temps de voir à quel point les autres sont à un niveau ultra homogène, et que t'as une vingtaine, trentaine de gars qui se tiennent en 3 fois rien, quoi. bah, je pense aussi c'est le côté typiquement, si tu vois, c'est ça sur la Redoute. La Redoute, ça, pour nous, ça passe assez groupé parce que tout le monde monte la bosse à bloc et que du coup, ça monte au train et forcément, les différences de niveau sont pas énormes en fait si tu montes la bosse au train. Si tu as des coureurs qui attaquent en haut, tu auras des petits trous, des cassures. Tu auras des coureurs qui relanceront, l'autre ça va se regarder, tu peux faire des différences. Là, comme tout le monde est un petit peu à fond sur toute la fin de course, en fait, ça nivelle un peu le niveau aussi. Et puis tu as aussi le fait que le final dégueulasse qu'il y a des années, là, ça pousse quand même au regroupement. Donc le parcours aide pas? La fin de parcours aide pas du tout à ce que ça se regroupe pas. Non. Après, ça s'est regroupé quand même, il y avait quand même déjà un beau regroupement après la Roche-au-Faucon. Donc, mais... Raphaël, Geoffrey, est-ce que vous critiquez aussi un peu le parcours, comme peut le faire un peu Johan, notamment sur la fin de parcours? Parce que j'ai vu que ça en parlait pas mal. Le parcours est pas parfait, mais c'était tellement dégueulasse, bien pire que ça quand on arrivait en haut de la côte d'Anse. Pas d'accord. Ah, on a deux avis divergents là. Johan moi, qui je- défend l'arrivée à Anse. Tout le monde attendait la côte de Saint-Nicolas, il se passait rien avant d'être à 5 bornes de l'arrivée. Et en plus de ça, ce qu'il y avait autour, c'était moche, hein. La zone industrielle autour de Sclessin et le parking d'un magasin sur les hauteurs de Anse. Une station-service. Attends. Ouais, bah, il y a une station-service devant le magasin. Maintenant, on a un final sur un autoroute, ça, c'est pas génial. Hein. Enfin, J'ai pas dit que c'était parfait, j'ai dit que c'était moins pire. franchement, je pense que tu remets le final de Hans dans le cyclisme actuel, avec les mecs qui attaquent comme des débiles de loin. Je pense que ça fait un meilleur final que ce qu'on a actuellement. Ah, ça changerait quelque chose. Pour toi, Johan, avec Pogacar, il attaquerait quand même dans la Redoute, même si ça finit par Saint-Nicolas puis la côte d'Anse. Bah, je pense qu'il a attaqué dans Redoute parce que Evenepoel a attaqué dans Redoute l'année d'avant. Mais, non, mais Ah ouais, tu penses en mode, bon bah tu l'as fait, je vais faire un petit peu mieux, je vais attaquer 200 mètres avant toi. non, mais je pense que dans sa tête, c'est là le moment où il faut attaquer, tu vois. Parce qu'il aurait pu attaquer 30 bornes plus tôt, ça aurait fait pareil. Mais il s'est dit, ah bon, bah ok, c'est là. Je pense que tu aurais eu Ouais. 5 bosses de plus derrière, il faisait de l'attaquer aussi là. Ouais, c'est vrai que Pogacar, du coup, cette année, il a fait un petit peu mieux que Remco parce que c'est 34,4 km solo qui sont marqués sur Pro Cycling Stats. L'année dernière, Remco, c'était seulement 29,9. Ouais, bah l'année dernière, Pidcock, je crois, avait réussi à accrocher un petit peu Evenepoel après son attaque. Alors que là, déjà le fait que Pogacar attaque avant les portions les plus dures de la C'est côte ça. de la Redoute. Pogacar, il a eu ce côté fair play de ne pas vouloir perturber la lutte pour la deuxième place au moment le plus dur de la côte de la Redoute.
Et il a décidé de bouger avant pour laisser les autres s'affronter en face à face. C'est sympa de sa part. Ouais, c'était un petit côté, bon allez, hop, salut les gars, moi je m'en vais et faites votre course. En fait, c'est surtout le moment où Domen Novak était plus capable de tenir le rythme qui a déterminé, je pense, le moment où Pogacar est parti. Oui, alors que Domen Novak, il avait quand même bien bossé avant, hein, c'est... Ouais, bah, il est dans sa forme Giro 2022, là, c'est parfait. Hmm. Il pourra faire un bon travail d'équipier sur le Giro. Je sais que justement sur le moment de l'attaque de Tadej Pogacar, j'ai regardé la course sur France 3, et au moment où Pogacar attaque, je crois que c'est Marion Rousse qui dit « Et voilà, c'est fini !» Et Jalabert qui lui dit « Mais non, c'est pas fini, ça commence !» Bah, si, Je sais Pogacar plus si attaque, c'est la David victoire c'est Moncoutier fini. ou Philippe Gilbert, mais il y a eu la même sur Eurosport. Sur Eurosport, il y a eu ça aussi. Hein. Avec Gilbert qui dit ça va, c'est fini. Puis il est dégradé, il fait ouais, bon. Vous voulez passer sur la course féminine, allez-y. Donc oui, voilà, c'est un petit peu l'impression qu'il y a. Donc c'est pour ça, j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses non plus à dire sur la course de Pogacar en lui-même. Bah Ouais. non, pas spécialement. Il a Bonne- attaqué avant la partie pentue de la côte de la Redoute. Hein. S'ils veulent continuer à pousser dans l'extrême et attaquer encore plus tôt, comme visiblement ce sera pas dans le comment dire sur le bord de je vais dire de la Meuse, non c'est l'Amblève à Remouchant. Enfin bon, comme ils vont pas attaquer dans le village de Remouchant, ni dans la côte de Daigné, ni dans le Rosier, s'ils veulent bouger de plus loin, maintenant ce sera la trilogie de Stavelot. Comment ça s'appelait la bosse qui fait 2 bornes à 5% sur la grande route là qui prenait avant? Le Maquisard. Ouais. Franchement, les attaques dans le maquisard, ça serait de la gueule. Dans la descente du maquisard. Dans la petite côte de regard, là, le kilomètre qui remonte à 3% après le Maquisard. Ah, il y a des portions bien moches. Hein. Bah, par contre, sur l'attaque de Pogacar, il va quand même falloir expliquer à Richard Carapace, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, que ça sert à rien d'essayer de suivre Pogacar au Vingegaard quand ils attaquent. Parce que je me souviens que l'année dernière, il faisait ça aussi, mais il faut pas essayer de faire ça. C'est pas une bonne idée, en fait. C'est vrai que il y a un truc qui m'a fait rire un peu, c'est Mathias Kielmoseux qui disait après l'arrivée, ça m'a coûté sur toute la fin de course d'avoir essayé de suivre Pogacar. Si tu viens trop proche du soleil, il te brûle. C'est énorme foutage de gueule quand même, parce que sur les images, tu le vois passer 10 mètres devant le peloton, tu vois, avant de se faire déborder par tout le monde. Oui, Kielmoseux qui est quand même pas non plus celui qui a suivi le plus proche Pogacar. Hein. Bah, le seul qui a vraiment essayé, c'est Carapace. Oui, oui. Mais D'ailleurs, ça, Pogacar, au bout de peut-être 400 mètres, il se retourne, il voit qu'il y a Carapace, il se dit ah merde, faut que j'accélère un petit peu plus. Je vais pas assez vite. Mais bon, outre le fait que Skelmose a peut-être un petit peu exagéré sur le fait qu'il ait vraiment suivi l'attaque de Pogacar, ça montre aussi que il y a de plus en plus l'impression qu'il n'y a rien à faire face à Pogacar, même à Vingegaard, ou même comme on avait pu le dire sur Van Der Poel, sur les Flandriennes à certains moments. Parce que c'était la totale, hein, parce que si tu prends sur la Roche-au-Faucon, c'est aussi Pogacar qui monte le plus vite devant tous les autres du peloton. Sur toute la partie de transition, tu avais le groupe Bardet, où c'était 4 à se relayer à fond, ils perdaient du temps. Tu avais le peloton derrière qui roulait à fond pour venir sur le groupe Bardet, ils perdaient du temps. Bon, à un moment, pas grand-chose à faire. Hein. Ah, et puis juste un dernier petit chiffre, Pogacar, j'ai vu, il a battu le Strava de la montée de la côte de la Redoute. Il bat de 10 secondes le temps qu'avait fait Remco Evenepoel l'année dernière. Alors forcément, en attaquant plus tôt, ça aide un petit peu aussi à battre le record. Mais c'est quand même pas rien. Ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'a fait Tadej Pogacar. Justement sur Tadej Pogacar, alors bon, si ça, il n'y a pas forcément énormément à dire sur la course de cette année. Si on dézoome un petit peu et qu'on regarde par rapport à l'ensemble de sa carrière, est-ce qu'on a déjà vu Pogacar aussi dominant sur une course d'un jour par rapport à ce qu'il a montré sur ce Liège-Bastogne-Liège? L'Estrade l'Estrade. Bianchi, c'est-à-dire. Ouais, il y a l'Estrade, mais si on regarde le Pogacar de 2024, est-ce qu'on est dans la forme ultime du Pogacar? C'est Bah, pareil que il l'année continue dernière. de progresser, quoi, c'est normal, il a 24 ans. Ah, il est plus éligible au maillot blanc maintenant. Hein. L'année dernière, autour des Flandres, il y avait Van Der Poel qui faisait illusion, parce que Van Der Poel est un monstre pas possible sur le Tour des Flandres, mais c'était un même tambouille l'année dernière autour des Flandres. Hein. Le mec qui accélère dans tous les monts les uns après les autres, qui fait péter Van Der Poel de la roue, c'est pas mieux. Hein. Ouais, donc la différence par rapport à 2023, c'est juste la concurrence qu'il y avait en face.
Oui, parce que là, typiquement, tu peux imaginer que c'est un Evenepoel, il peut accrocher Pogacar peut-être jusqu'à la Roche-au-Faucon. Enfin, là, il manquait Evenepoel, il manquait peut-être que tu aurais eu un ou deux coureurs qui auraient pu accrocher en étant directement dans la roue. Enfin, peut-être qu'un Roglic sur la redoute sol est capable de suivre. Enfin, je sais pas après. Après, moi je dirais que l'année dernière sur le Tour des Flandres, je trouvais qu'il avait été plus impressionnant. Par contre, en termes de domination et de maîtrise, je trouve que le Liège-Bastogne-Liège ici, c'est au-dessus du Tour des Flandres l'année dernière. Parce que là, il n'y a vraiment pas un seul moment où je me suis dit Pogacar va pas gagner la course. Ah bah, surtout, moi, surtout quand on était pas mal à dire est-ce que ça va être un duel Van Der Poel-Pogacar. Quand à 100 bornes, Van Der Poel est lâché et qu'il se retrouve à 1 minute 30, on se dit bon, bah. Bah, personnellement, je me suis jamais dit que ça allait être un duel Van Der Poel-Pogacar, mais Oui, je non, sais que mais c'est pas le cas de tout le monde. mais voilà, il y avait forcément ces débats et Van Der Poel c'était peut-être le nom qui revenait le plus pour se dire bah Pogacar, il y a peut-être un truc à faire, à tenter. Bon, mais après, enfin, dans la réflexion autour de la question que je faisais, c'était aussi par rapport à l'attaque de Pogacar. Là, on a eu Carapace qui a tenté de le suivre quoi, sur 300 mètres, après il a explosé. Si je regarde sur les Ardennaises de l'année dernière, bon, forcément Liège, on n'a pas pu le voir attaquer, mais sur Amstel Gold Race, on avait eu Pidcock et Benilly qui avaient pu le suivre un petit peu pendant un petit moment. Là, l'attaque est encore plus tranchante et ça en va encore plus facilement, quoi. Ouais, non, cette année, enfin là, il est plus fort que sur l'Amstel et la Flèche l'année dernière, je trouve. L'année dernière, c'était surtout sur le Tour des Flandres que je l'avais trouvé monstrueux. Oui, après, c'est peut-être aussi la préparation qui est différente, hein. Parce que l'année dernière, il avait enchaîné le Tour des Flandres puis les trois Ardennaises, alors que là, il a fait que Liège et il prépare le Giro ensuite. Donc, il n'est peut-être pas forcément non plus au même niveau. Même si, bon, ça n'augure peut-être pas d'un très grand suspense sur le Tour d'Italie. Bon bah ça, c'est pas, je pense que c'est depuis le début de saison qu'on se prépare à ça. Oui. Alors, j'ai regardé le parcours justement aujourd'hui pour me le remémorer. Et franchement, il pourrait gagner entre 10 et 15 étapes, je pense. Oui, Tu vois? c'est quand même très gentil pour lui permettre de faire le doublé Giro Tour de France, hein. Ouais, ouais, bah là, il y a un plateau pas terrible sur le Giro et il y aura peut-être pas Vingegaard, enfin même probablement pas Vingegaard sur le Tour de France. Donc, il a une belle occasion de faire le doublé. Bon, on va revenir à ce Liège-Bastogne-Liège et bon, passer Tadej Pogacar et la domination qu'il a, on va quand même rappeler un dernier petit chiffre. Il finit avec 1 minute 39 d'avance. C'est quand même la plus grande avance d'un vainqueur sur son second, sur Liège-Bastogne-Liège, depuis Bernard Hinault en 1980. Bon, autant dire que les 9 minutes et les brouettes de Bernard Hinault sont loin d'être battues. Oh là, il fait Mais 5 fois moins bien que Bernard Hinault. Oh là, il sait pas s'entraîner, le Slovène. Mais je pense qu'il faisait quand même 5 fois meilleur ce dimanche qu'en 1980. Je vous propose quand même de parler des coureurs qui étaient derrière Pogacar, à commencer par celui qui prend la deuxième place, Romain Bardet, deuxième, son meilleur résultat sur Liège-Bastogne-Liège. Par rapport au déroulé de la course et aussi à la hiérarchie qu'il y a, et comme on a pu le dire, à la marge qu'a Tadej Pogacar sur les autres, est-ce que d'une certaine manière on peut dire que bah, pour Romain Bardet, cette deuxième place, elle peut avoir un petit goût de victoire? À défaut d'avoir un goût de victoire, ça remet Bardet un petit peu au sommet de ce qu'il était capable de faire il y a quelques années, à être le meilleur de ceux qui sont pas les meilleurs. Enfin, le meilleur de ceux qui gagnent pas. C'est vrai que c'est malheureusement très Bardet ça, hein. Ça, bah, sur le tour derrière Froome, enfin, sur les mondiaux derrière Valverde. Ouais, sur les Strade Bianche derrière Tige Benoît. Il y en a pas mal, c'est sûr que si les podiums comptaient des victoires, il aurait un sacré palmarès, hein, Romain Bardet. Bah, vachement moins bon que celui de Wout van Aert. Johan? Ouais, moi je pense que c'est le meilleur jour de course de sa carrière, à mon avis. Ah ouais, tu vas jusque-là, toi? Moi, je vais jusque-là. Je pense que c'est équivalent au BTEX 2016. Enfin, c'est ce genre de moment où vraiment c'est les sommets de sa carrière, en fait, je pense. C'est un peu masqué par Pogacar, mais là, vraiment, la journée où tout va bien, tout est dans le bon sens. Il attaque quand il faut, il part quand il faut, il va devant les autres, il résiste à tout le monde. Enfin, moi, je trouve que c'était très très beau à voir, nickel chrome, avec de la force, avec de l'intelligence de course. Enfin,
Parce qu'après, il y a quelques victoires, quelques trucs comme ça, mais je trouve que c'est plus beau que beaucoup de ses victoires, quoi. C'est vrai que justement, par rapport déjà au niveau physique, il le disait en conférence de presse après la course, il disait, comme je l'ai souvent dit, je ne me suis jamais senti aussi fort sur un vélo. C'est juste que les concurrents sont encore plus forts qu'à une certaine époque. Donc voilà, pour faire référence à sa première grande période, l'époque où il faisait les podiums sur le Tour de France notamment. Pogačar est une marge encore supérieure à celle qu'avait Christopher Froome par exemple. Mais il y a aussi, comme tu le disais Johan, l'aspect tactique. Il a pu aussi très bien gérer ce qu'il a pu faire dans sa gestion du final et au moment où il place son attaque. Bah, déjà, il avait pointé Benili pour mec qui risquait de partir un peu avant la Rochefoucauld pour pouvoir prendre de l'avance avec. Et puis, donc, il est très bien réfléchi et du coup, ça a très bien marché. Et après, dans Rochefoucauld, quand il y va, après, là, c'est plus le physique qui parle au bout d'un moment, mais le physique, le mental et tout était vraiment au poil, quoi. Ouais, puis Benili, c'est bien joué de le pointer dans ce genre de contexte, parce que c'est le gars, tu sais, qui va rouler dans le groupe dans lequel t'es. C'est un peu comme Mollema, quoi. Il faut partir avec Benili. Non, mais c'était parfait pour lui, parce que tu tombes avec Benili, ça y est, le mec qui va rouler. Tu tombes avec ton pote Cosnefroy, donc il va rouler. Tu tombes avec Grégoire qui va être au milieu comme ça, qui va pas oser sauter les relais. Donc forcément, le groupe il va bien tourner. Oui, c'est sûr qu'au niveau de la composition du groupe, là c'était bien, puis il y avait même pas c'est le seul groupe que les UAE ont laissé filer. Avec notamment Marc Hirschi qui essayait de suivre un peu les attaques, et là, Ils se sont dit, ouais, c'est des Français, on peut les laisser, ils vont pas tenir. Ouais, bah, c'est pas ce que la Bahreïn et la Ineos semblaient penser. Geoffrey, justement, est-ce que tu penses, comme le disait Johan, que ce dimanche c'était la meilleure journée de Romain Bardet sur un vélo? Peut-être pas le Péragude et le BT, je pense que c'était quand même au-dessus. Mais je me dis que c'est très prometteur pour la suite parce qu'en général, il faisait des Dauphinés où il était pas trop mal avant de faire des bons Tours de France. Donc là, en termes de temps qui se passe, il était pas ridicule, même s'il n'y a pas eu de victoire, d'énormes prestations sur le Tour des Alpes. Là, il fait un excellent Liège-Bastogne-Liège. Ça a de quoi être bien confiant pour le Giro qui va arriver. Maintenant, il faut qu'il étudie bien le roadbook et il y aura moyen de faire un très beau Giro. Bon, en tout cas, il a l'air de bien l'avoir fait sur ce Liège-Bastogne-Liège, aussi avec l'expérience, hein, que justement par rapport à son attaque dans la côte de la Rochefoucauld, il a dit un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Sur le haut, je sais que ça se regarde souvent, j'ai souvent attaqué en haut dans les précédentes éditions, 5 secondes peuvent suffire, mais il ne faut juste pas craquer mentalement. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'y arriver. Donc il y a aussi le côté où on l'avait vu avant le départ de la course regretter un peu comme à l'instar de Johan ce final sans Saint-Nicolas et la Côte d'Anse, mais cette année il a su parfaitement en profiter pour aller chercher son meilleur résultat sur Liège. C'est sûr que le grimpeur puncher, il va préférer avoir un passage à 12% à 4 km de l'arrivée. C'est vrai. Mais Ouais, bon, bah, c'est sûr que Bardet, avec son niveau sur le plat, de manière générale, c'est normal qu'il préfère une arrivée comme Saint-Nicolas, Anse, où ça grimpe à la fin. En tout cas, bon, pour finir sur Romain Bardet, tactiquement aussi, par rapport au moment où il place son attaque, alors certes, il faut arriver à attaquer à ce moment-là, à distancer Grégoire, Cosnefroy et surtout Benelli, mais c'était très bien senti et il a profité aussi de la désorganisation qu'il pouvait y avoir derrière. Bah oui, je pense quand même qu'il en a profité, parce que dans le final, ça s'est pas mal regardé. Après, est-ce que un coureur seul aurait réussi à revenir sur lui? Parce qu'en fait, si 3-4 coureurs avaient réussi à sortir du groupe derrière, je pense qu'ils se seraient de toute façon pas entendus et ils seraient pas revenus. À partir du moment où tu fais la différence et que derrière tu as un groupe de taille entre 3 et 20 coureurs, en général, c'est bon, quoi. bah oui, ce qu'on a eu là avec derrière Bardet, c'est un peu ce qu'on regrette quand ça arrive très souvent où il y a un mec qui est devant, il a juste 5, 10, 15 secondes d'avance et derrière, tout le monde se regarde, personne n'y va à fond. Mais il faut avoir l'intelligence de course pour partir au bon moment et la force physique pour être en mesure de partir à ce bon moment. Et c'est ce qui a permis à Bardet d'aller chercher cette belle deuxième place.
Et puis Romain Bardet, alors bon, déjà aussi ça fait la belle image qu'on a pu voir après l'arrivée où on le voit en larmes très ému d'aller chercher ce podium. Forcément, à ce moment de sa carrière, c'est pas anodin. On sait qu'il y a ce doute chez lui de savoir est-ce qu'il continuera sa carrière au-delà de cette saison. D'un côté, peut-être qu'en finissant sur un podium sur Liège-Bastogne-Liège, il va pouvoir se dire bon, bah, là, j'ai fait un grand résultat pour ma dernière. Peut-être, on verra bien. Puis aussi, avec le petit mot sympa que mettait sa compagne sur Instagram où elle disait que son fils Angus disait devant la télé Ah, Papou il a battu Mathieu, je savais pas qu'il pouvait le faire. Ben oui, Romain Bardet a battu Mathieu Van Der Poel, hein, Van Der Poel qui était distancé dans les côtes et qui finit 3ème. Après cette deuxième place de Romain Allez, Bardet. maintenant on veut un virage Bardet, je sais pas, Super Dévolui ou un truc comme ça. On va voir, on va lancer le collectif Ultra Bardet. Romain Bardet, c'était pas le seul Français à bien performer sur ce Liège-Bastogne-Liège. On l'a dit, il était dans le dans le groupe de 4 avec Benilly, mais aussi Benoît Cosnefroy et Romain Grégoire. Deux coureurs qui ne sont même pas dans le top 10, parce qu'on a quand même encore Aurélien Parapintre qui est revenu de l'arrière qui fait 5, Valentin Madouas qui finit 7ème, on a aussi Paul Lapéra qui fait 11ème, sans oublier Guillaume Martin qui est également revenu de l'arrière, qui est fini dans ce groupe à la 18ème place. On est sur un très bon cru de la part de nos coureurs français. Bah, on est la nation même dominante de ces courses ardennaises, hein, du coup. C'est les Français qu'on a vu le plus, c'est les Français qui ont fait la course de manière générale, à part Pogacar devant, du coup. Mais Enfin, il y a la Grande-Bretagne qui en gagne 2 sur 3, j'irais pas à dire qu'on est la nation dominante des Ardennaises. Hein. On est la plus présente dans le fond de top 10, mais on a 2-3 podiums, mais on n'a pas de victoire. Qui rattrape la gagne. Deuxième place sur la Flèche et sur Liège, quatrième place sur la Flèche, cinquième place sur Liège, c'est un peu mieux que fond de top 10 quand même. Ouais, mais c'est pas aussi bien que 2 victoires pour les Britanniques, par exemple. C'est même pas aussi bien que la Slovénie avec juste une victoire. Oui, c'est ouais, mieux ouais. que les années où on était content. Ouais, on en a un qui a fait 17ème, mais... La fameuse période Benoît Vaugrenard. Non, ou Rudy les Pollard. Ardennaises, forcément, elles sont mieux que nos Flandriennes, mais... Bah, de toute façon, c'était pas dur. Hein, mais... Enfin, après, ça dépend ce qu'on entend par nation dominante, quoi. Est-ce que nation dominante, c'est avoir 2 mecs qui sont très forts ou un mec très fort sur une journée, ou est-ce que c'est avoir 10 coureurs qui ont le niveau pour faire top 5? En tout cas, on a vu les Français acteurs sur ce Liège-Bastogne-Liège, même si c'était pas pour la victoire, puisque Pogacar a éteint tout suspense, mais ils se sont montrés, et ils étaient au final plusieurs quand même bien présents. Ça permet de montrer que il y a quand même du monde côté français qui peut jouer de bons rôles sur ces Ardennaises. Sachant qu'on a en plus des coureurs, voilà, on a Kevin Vauquelin par exemple, le deuxième de la Flèche, qui avait été mis hors course sur la chute, qui a été pris dans la chute justement, qui avait dû abandonner d'ailleurs. Donc c'est ça, le bon point, c'est qu'on a des mecs comme Benoît Cosnefroy qui sont toujours présents et qui sont pas loin. On a des jeunes comme Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Paul Lapéra, qui font des belles perfs et c'est prometteur pour la suite. Et Geoffrey, tu as passé un certain temps à me dire qu'il y avait un coureur qui est peut-être à moitié français, dont on pouvait récupérer peut-être la moitié des victoires. Allez, ça on fait a un podium et demi sur ce Liège-Bastogne-Liège. Voilà, ça fait peut-être une demi-place sur le podium en plus pour la France, avec Mathieu Van Der Poel, qui justement aussi, il y avait traîné pas mal d'attentes autour de sa participation sur ce Liège-Bastogne-Liège et sur ce qu'il pouvait faire concrètement sur cette course, face à Tadej Pogacar notamment. Qu'est-ce que vous retenez de sa part au final de cette course et du résultat qu'il y a au bout? Est-ce que c'est plutôt le podium auquel lui-même ne croyait pas, ou le fait que il a été distancé quand ça s'est bagarré dans la Redoute, dans la Roche-au-Faucon? Le podium auquel il croyait pas, je crois, j'y crois pas au fait qu'il y croyait pas, sinon il n'aurait pas fait la course. C'est pas Mathieu Van Der Poel qui se dit tiens, je vais faire Liège-Bastogne-Liège pour prendre un peu d'expérience, je vais faire une 27e place au chaud dans le peloton et je reviens dans 2 mois. Non, s'il était présent. Alors en tout cas, c'est ce qu'il disait en conférence de presse après l'arrivée. Il disait: je ne croyais pas du tout à une place sur le podium, même à 5 km de l'arrivée, je n'imaginais pas que c'était encore possible.
Bah, c'est peut-être plus ça, c'est qu'il était distancé, qu'il a continué et que c'est revenu sur la fin. Vu les circonstances de course, vu comment il passe la Redoute, on va dire, et ce genre de côte, on n'y croyait plus au podium. C'est pas qu'on n'y croyait pas, c'est qu'on n'y croyait plus. Maintenant, revenir toute blinde dans le final, rattraper quelques attaquants qui se font reprendre et qui sont morts pour le sprint et aligner tout le monde, il avait gagné l'Amstel comme ça, donc là, il y avait moyen qu'il fasse podium comme ça, et il a fait podium comme ça. C'était tout juste. Mais s'il veut gagner Liège, maintenant, il faudra qu'il coupe un peu plus quelque part dans les Flandriennes, dans sa préparation, qu'il aille bouffer un peu de dénivelé Faudra qu'il pour perde se 5 préparer kilos. ça. Ouais, de manière à être un peu plus léger pour passer mieux les bosses. Ah, franchement, en pesant, je crois qu'il pèse 76 kilos, 75, un truc comme ça, contre des Pogacar ou Evenepoel, je vois pas comment il peut lutter C'est un sur poids ce pour type de écraser boss. Paris-Roubaix, c'est pas un poids pour écraser Liège-Bastogne-Liège. Ouais, il n'y a pas un poids, il y a une fourchette quand même. Oui, non, mais je veux dire, par rapport à son gabarit et son style, là, il a le physique pour bien écraser les pavés. Et les passer en puissance en volant au-dessus, mais forcément, il va être un peu plus en difficulté quand ça monte sur 10% sur plus de 400 mètres. Oui, bah voilà, bah c'est logique. Après, est-ce qu'il a vraiment envie de perdre en puissance sur Roubaix et sur le Ronde pour favoriser Liège? Moi, je n'en suis pas certain. Ouais, peut-être que Je- d'ici 3-4 ans, quand si des Paris-Roubaix, s'il a pété le record du Tour des Flandres et qu'il a y allé ou qu'il s'est rapproché du record de Paris-Roubaix, Ah bon, peut-être moi, qu'il se s'il mettra un n'arrive autre pas à péter challenge. le record du Tour des Flandres, je serais déçu parce qu'il va avoir un sacré paquet d'occasions de le faire. Ah oui, il va encore avoir quelques années dans sa carrière pour s'en occuper de ce record. Mais justement, par rapport à la possibilité pour Mathieu Van Der Poel de gagner sur Liège-Bastogne-Liège, il disait en conférence de presse après la course, je sais que si Pogacar est dans une bonne journée sur cette course, je ne pourrai jamais le suivre, et même avec mes meilleures jambes, je n'ai qu'une chose à espérer, c'est qu'il ne soit pas bien un jour, sinon ce sera toujours difficile de gagner ici. Raphaël, est-ce que ça te conforte sur l'aspect que ce que toi t'imaginais avant la course, Van Der Poel, pour toi n'était pas un prétendant à la victoire? Disons que Pogacar était le seul prétendant dans ma tête. Mais non, mais disons que beaucoup de gens disaient bon, Van Der Poel peut embêter Pogacar. Moi, j'y croyais pas du tout. Pogacar, à moins d'une chute, je le voyais pas perdre. Et je mettais même pas Van Der Poel comme le deuxième favori. Je le mettais plus, je le mettais, on va dire, dans le paquet derrière, quoi. Oui, en gros, un possible outsider, et au final qu'ils finissent avec une troisième place, c'est positif et peut-être une surprise? Bah, C'est pour moi, c'est positif, ouais. Johan? c'est la spécialité des cyclocrossman, ça, de finir troisième. Il y a Wout van Aert, je crois, qui avait fait ça aussi, en revenant de l'arrière. T'as Quinten Hermans qui a fait ça en revenant de l'arrière. C'est une semi-surprise après. Quinten Hermans et Wout van Aert, c'est même, c'est la même année. Ils font 2 et C'est la 3 même en année, revenant ils tous font les deux deux et de trois. l'arrière. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, justement, Johan, de la course de Mathieu Van Der Poel sur ce Liège-Bastogne-Liège? Honnêtement, pas grand-chose. Je l'ai trouvé sa course pas intéressante du tout. C'est même pas, en fait, il y a des courses où tu as des coureurs lâchés qui sont plus intéressants que ça à suivre et qui remontent plus. Là, c'est vraiment été. Fin de course, c'était toujours à peu près là. Il est revenu sur le plat avec Guillaume Martin. Enfin, si tu reviens sur le plat avec Guillaume Martin, c'est pas impressionnant non plus, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un côté où on s'attarde sur sa course parce que c'est le champion du monde et que c'est Mathieu Van Der Poel. Mais Oui, c'est ça. voilà, ça serait Guillaume Martin qui aurait fini avec le même scénario à la troisième place. Non, mais ça serait Florent Vermeersch, personne n'aurait rien à péter, quoi. Enfin, Et puis aussi, pour relativiser sa perf, il a du mal à battre Maxime Van Gils, Aurélien Paré-Pintro sprint, quoi. C'est pas non plus. Ouais, il lance le sprint de vachement loin. Bon, voilà, en tout cas, sur ce Liège-Bastogne-Liège, qui était quand même donc, si je reprends vos mots au début de ce podcast, de plutôt bonne facture. On peut remercier les travaux sur les routes en Belgique qui ont forcé faire le détour et à prendre des petites routes par Mont-le-Soie. Parce que sans ça, il n'y aurait pas eu la chute et la cassure à la mi-course. Peut-être que la course n'aurait pas du tout été la même C'est vrai s'il y avait que, l'échappée et un peloton bien compact à Wann, puis Stoke. c'est vrai que la côte de Mont-le-Soie est apparue sur le parcours le jeudi qui a précédé la course, un truc comme ça. Donc à quelques jours avant la doyenne. C'était pas prévu de base.
Et oui, avec cette chute sur une petite route, avec un coureur de Lotto Destiny qui glisse sur le bas-côté, bah, ça a forcément eu beaucoup d'influence sur le déroulé de la course, avec des coureurs qui ont dû laisser des forces dans la bataille pour rentrer, même si on a eu ces images pas forcément très, très belles à voir, avec des coureurs qui se retrouvaient pas mal à l'abri des voitures sur des routes étroites. C'est pas forcément ce qu'on a envie de voir, mais bon. À présent, on va pouvoir, maintenant que la dernière Ardennaise s'est terminée, donc ce dimanche, on va pouvoir faire un petit bilan de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pu voir sur cette grosse semaine entre l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège, avec donc, pour récapituler, chez les hommes, on évoquera les femmes dans un second temps, mais d'abord les hommes, les victoires de Thomas Pidcock sur l'Amstel Gold Race, de Stephen Williams sur la Flèche Wallonne et de Tadej Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur les différents éléments que l'on a pu voir, des résultats, des actions, des choses qu'on n'a pas vues peut-être? Qu'est-ce qui vous a marqué sur ces Ardennaises? La neige. La neige, oui, qui s'est invitée sur la Flèche Wallonne. Franchement, ce moment où, enfin, la flèche, où il fait mauvais, il y a de la pluie, il y a de la grêle, et d'un seul coup, il y a de la neige qui arrive. C'était tellement surréaliste. Et du coup, ça nous a quand même bien animé la course, hein, sur la Flèche Wallonne. Ah bah ça, les conditions météo extrêmes, on le souhaite pas aux coureurs à chaque course, mais quand ça arrive, ça fait toujours des courses complètement épiques. Après, la flèche, c'est pas une mauvaise course pour avoir des conditions extrêmes, hein, parce que c'est une course en circuit, donc si tu veux abandonner, c'est bon, t'es pas trop loin, c'est pas très très long comme course. T'as pas à côté à rouler dans la boue comme sur un Paris-Roubaix. C'est vrai qu'à peut-être à 2 ou 3 heures près, la neige, on aurait pu l'avoir sur Liège aussi. Comme ça, Pogacar aurait gagné avec 4 minutes d'avance sur le lead 2. Mais du coup, toi, Geoffrey, ce qui t'a marqué sur cette semaine, c'est le spectacle sur la Flèche Wallonne, qui est pas habituel. On avait souvent l'habitude Ouais, c'est d'avoir la course qui se résume quasiment au placement puis à la montée finale du mur de Huy. Là, il s'est passé pendant beaucoup de choses avant. quasiment 20 ans, on a eu la même flèche wallonne, et là, on a eu un truc différent. Donc rien que ça, c'est toujours plaisant à suivre, d'avoir quelque chose de différent. Même si le vainqueur, la victoire s'est jouée encore dans le mur de Huy. On a cru que Søren Kragh Andersen allait pouvoir aller chercher la victoire après 60 km en solitaire. Mais la manière dont ça finit, c'est pas gênant sur comment ça se passe avant. Mhm. Imaginons, je sais pas moi, une étape de plaine du Tour de France où il y a un petit moment des bordures, il y a les gaziers ou la mafia belge, là, comme il s'appelle, qui font tout péter à un moment. T'as des baroudeurs qui bougent dans tous les sens parce qu'il y a des points pour le maillot à poids. Ça casse, ça revient dans tous les sens. Si au final ça se termine quand même au sprint et que c'est Jesper Philipsen qui gagne, bah, c'est pas grave, on prend parce qu'on a passé une super journée de vélo. Oui, c'est pas le résultat qui est forcément significatif de l'animation qu'on a eu dans la journée. Bah, si c'est un coureur qu'on adore qui gagne, forcément, on va être plus content si c'est lui qui gagne, même si le scénario, il n'était pas génial. Mais je regarde le vélo, c'est pour passer une bonne journée derrière l'écran ou sur le bord de la route. C'est pas juste pour que ce soit mon favori qui gagne. Raphaël, cette flèche wallonne, elle t'a fait vibrer aussi? Bah ouais, c'est ce que je voulais dire parce que c'est la première fois, je pense, que je regarde un replay de la Flèche Wallonne. Donc franchement, ouais. Parce que moi, j'ai pris. En fait, j'ai fait comme d'habitude, quoi. J'ai pris vers 16h et puis je me suis dit, bon, bah voilà, nickel. Puis regardez, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le peloton est tout petit? Ah oui, C'est t'avais la manqué les Flèche trucs Wallonne, là. c'est pas comme ça d'habitude. Ah non, Donc ça ouais, c'est j'ai sûr. regardé, bah effectivement, c'était vachement bien, quoi, par rapport à d'habitude. Même l'Amstel, franchement, après, la Flèche Wallonne, ça va plus marquer parce que c'est très inhabituel. Mais l'Amstel, il y a aussi le côté. Moi, je m'attendais à ce que Van Der Poel soit aussi fort que sur le rond des Roubaix. Donc, je m'attendais à quelque chose d'assez fade. Et finalement, c'était super intéressant, l'Amstel. Au final, ça serait quoi si on devait les comparer, la meilleure course de cette semaine entre l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège? Bon, la meilleure course, quand même, je dirais l'Amstel. Après, la Flèche, c'est celle qui était le mieux par rapport à ce que j'en attendais. Johan? Ouais, Ouais, vas-y, Geoffrey. ouais, j'ai d'accord. Ouais. La flèche, c'était beaucoup mieux par rapport à ce qu'on s'attendait. Mais en soi, sur le spectacle, l'animation, l'Amstel.
Parce que pour Liège, c'était super sympa, mais vraiment sur la partie finale, en soi, ça, on est content parce que ça a bougé avant, mais c'est pas exceptionnel non plus. Johan, est-ce que tu rejoins Geoffrey et Raphaël sur le côté l'Amstel très animé et la flèche folle parce que inhabituelle? Je pense à long terme, l'Amstel, ça serait une Amstel parmi les autres, qui est toujours une belle course ces dernières années. Mais je pense que la flèche, elle va plus rester, elle va plus marquer de manière générale. Donc moi, plutôt la flèche. Ouais, c'est sûr que sur le moment, la meilleure des trois à vivre, c'était l'Amstel, mais c'est sûr que cette flèche wallonne, dans 20-25 ans, on en parle encore. Ah oui, ça, par son scénario, le fait que ça soit vraiment, vraiment différent des autres scénarios qu'on a habituellement. Et puis c'est météo du mois d'avril, quoi. Il fait 15, 20, 25 degrés tous les Paris-Roubaix, il n'y a pas une goutte de pluie, et là, 15 jours après, on a de la neige sur Flèche Wallonne. Ah bah ça, C'est vrai que sur Roubaix, si on avait eu la météo de la Flèche Wallonne sur Roubaix, franchement, Mathieu Van Der Poel, il aurait pu aller chercher le record d'écart sur le deuxième, je pense. Alors là, de la neige dans la trouée d'Arambert, j'aimerais bien voir ça, mais les coureurs, je suis pas sûr. Je pense que la neige dans la trouée d'Arambert, c'est moins pire que de la neige dans le Koppenberg. Ah oui. Oui. Bon, après, ça peut être sympa, hein, la trouée qui est impraticable. Tous les coureurs, ils font les 2,4 km avec vélo sur l'épaule en courant sur le bas-côté. Ah bah super, Mathieu Van Der Poel qui a 2 minutes d'avance à la sortie de la trouée. Ah non, parce que sur la course à pied, Van Aert est meilleur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, Ouais. du coup, peut-être qu'un Max Walscheid prendrait de l'avance sur tout le monde dans la trouée. On va bien installer des planches dans la trouée. Comme si c'était pas déjà assez dur. Mais bon, en tout cas, ça nous a fait quand même 3 courses sympas et au global, on 6 est. même, avec le côté féminin, hein. Oui, 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 voilà. Mais je veux dire, là, tant qu'on est à parler des courses masculines, on est sur quand même 2024. C'était une bonne campagne ardennaise. Pour une belle campagne de classique en général. Oui, hein, Il n'y a vraiment pas eu de journée décevante sur ce printemps. oui, parce qu'au final, on était après les Flandriennes à se dire bon, bah maintenant on va se faire chier, c'est les Ardennaises. Bah, pas tant que ça au final, hein. Enfin, a priori, maintenant, on peut dire maintenant, on va se faire chier, ça va être le Tour de Romandie. Oui, là, on va avoir des courses de côte, ça va être. Ah bah, le Giro, il n'y a que des courses de côte. C'est pas mal non plus hein, dans le genre. Il y a 2 chronos, 8 courses de côte et 5 arrivées pour Puncher, une étape pour Baroudeur et 5 sprints, en gros. Voilà, ça va être chiant hein, le Giro, je pense. Ah, ça, oui, ça va être une autre facture, mais bon. Johan, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui t'a marqué sur cette campagne ardennaise qu'on n'a pas évoqué ou sur lequel tu voudrais revenir, insister? Moi, Skelmeuse, ça m'éclate, hein. Franchement, le mec qui fait une déclaration avant chaque course, je vais tous les défoncer, je suis le plus fort, et puis qui se fait lâcher comme un coureur de Conti, ah, ça c'est incroyable. C'est magnifique, hein. Et qui a presque des excuses après l'arrivée de j'ai tenté de suivre Pogacar alors que le mec il est à 30 secondes derrière et il a passé un relais de 10 mètres. C'est fou, hein. Après, c'est pas mal aussi d'avoir des coureurs Non, mais c'est bien, qui l'ouvrent c'est aussi. bien de quoi de sa valeur et de voir le faire le truc, mais bon, tu sais, c'est le petit côté où Skelmeuse, il est pas, c'est facilement détestable, donc du coup c'est assez marrant. Oui, Après, après, ah, sur Skelmose, ce qui va rester, c'est aussi la Flèche Wallonne, hein. L'image, on le voit descendre du vélo complètement tétanisé de froid. ah oui, ça c'est impressionnant, hein. L'image filmée par un spectateur sur le bord de la route, parce que forcément, les caméras, les motos télé n'étaient plus sur cette arrière de la course à ce moment-là. C'était assez, assez frappant, et c'est là où, bon, forcément, entre guillemets, ça lui fait une excuse sur la Flèche Wallonne, mais ça permet de bien illustrer à quel point c'était une course vraiment difficile par les conditions météorologiques. Skelmose, ça m'a un peu rappelé Simon Yates sur le Giro 2019, où il arrive au début, puis avant le prologue, ou juste après le prologue, où il fait deuxième, je sais plus, il dit quelque chose du genre je suis encore plus fort que l'année dernière, si j'étais un de mes adversaires pour le classement général, je serais en train de me chier dessus actuellement. Et il avait terminé 9e du classement général, je crois. Oui, c'est sûr qu'il n'a pas forcément pu avoir les résultats que laissaient suggérer ses déclarations d'avant-course. Ça. Bah après, en plus, moi, ça m'a surpris, hein, parce que
Quand on voit son début de saison, et puis sa campagne de l'année dernière, je pensais qu'il allait jouer le podium sur toutes les courses, et finalement pas du tout. Et au final, pour Mathias Kilmose, pour rappeler ses résultats, ça finit par 17ème sur l'Amstel Gold Race, 28ème sur Liège-Bastogne-Liège, et donc l'abandon sur la Flèche Wallonne au niveau des résultats bruts. Raphaël, est-ce qu'il y aurait un autre point qui t'a marqué, particulièrement intéressé sur ces Ardennaises? Non, pas spécialement. Après, moi, comme j'aime bien Pogacar, ça m'a fait plaisir de le voir faire un nouveau truc de malade mental. Mais à part ça, non. Ça lui fait déjà 6 monuments à lui aussi, comme pour Mathieu Van Der Poel. Et qui est beaucoup plus jeune. Hein. Mais Mais c'est Pogacar, surtout je pense que vraiment, il y a moyen qu'il aille gagner plus de monuments qu'Eddy Merckx. Hein. Bah en tout cas, est-ce que tu sais qui est qui est le seul coureur plus jeune que Pogacar à avoir déjà remporté 6 monuments? Ah bah ça doit être Eddy Merckx. Voilà, c'est la réponse facile, mais ça permet de dire que Pogacar se place quand même très très bien à son âge dans l'histoire du cyclisme. Que Merckx, c'est combien déjà? Bah déjà, à cet âge-là, il devait avoir gagné 4000 en San Remo. Ma formulation était peut-être faite à l'envers, mais en tout cas, c'est juste que Eddy Merckx a gagné son 6ème monument plus jeune que Pogacar, et c'est le seul. Mais Merckx en a quand même allé 19. Et- remporter une palanquée, voilà. Ah, Au j'ai total, je souvenir crois de qu'il ce en a qu'il 20. qu'il annonçait aux commentaires. Il en a 20 si tu comptes le Grand Prix de Fourmies comme un monument, mais tout le monde n'est pas d'accord avec. Attends, comment? Il en a que 19. Que C'était Euh, 5, 12. il Ah n'a oui, t'as pas le raison. record. Il n'a pas le record sur les Flandres, il en a 2. Il n'a pas le record à Roubaix, il en a 3. Il a 5 Liège, il a 7 Milan-San Remo. Ah, il a que 2 Lombardie en Je fait. sais plus combien il a en Lombardie. Ah, il a que 2 Lombardie, je crois. Ouais, pas terrible, hein. Ouais, vraiment, vraiment pas ouf. moins que Cunego. Donc, Alors franchement, que Pogacar en a déjà 3. Oh la comparaison Cunego Merckx. Bon, en tout cas, ça fait pas mal. Pogacar se place plutôt pas mal dans les monuments. Il y en a que 2 qu'il n'a pas encore remporté à l'heure actuelle. C'est Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Paris-Roubaix sur lequel il ne s'est pas encore aligné. Milan-San Remo le fuit toujours, on a pu le voir cette année. Mais je pense sincèrement qu'il a plus de chances de gagner Paris-Roubaix que de gagner Milan-San Remo. Ah oui, tu Bah, penses? franchement, vu la difficulté des deux épreuves et son niveau physique, oui, parce que Milan-San Remo, même en étant 3 jambes au-dessus, tu peux ne pas gagner, alors que Paris-Roubaix, bon, c'était 3 Paris-Roubaix, jambes s'il au-dessus. bourrine sur le pavé, Bah, s'il hein, a le même vu niveau, comment il voire passait meilleur. Sarré-Rosière et le pavé de Bousigny à Milan-Fosse sur l'étape du Tour, Bah, ouais, c'est il a ça, hein, même carrément. Stuyven, il avait l'air de galérer sur le tour. Johan, est-ce que tu es d'accord avec Geoffrey et Raphaël sur le fait que Pogacar pourrait plus facilement remporter Paris-Roubaix que Milan-San Remo parmi ceux qu'il n'a pas encore remporté? bah, en tout cas, on a vu sur l'étape du Tour des pavés du Tour de France que le pavé plat, ça va, quoi. Je sais pas s'il a plus de chances de gagner Paris-Roubaix, c'est peut-être la classique pour être le plus être facilement accroché par les autres avec Milan-San Remo, mais ouais, Milan-San Remo, c'est hyper aléatoire. Ouais, c'est vraiment pas prêt à gagner. Ah, puis Milan-San Remo, pour le coup, c'est vraiment la course où Mathieu Van Der Poel, sur ses qualités, est meilleur que Pogacar. Bah, pour l'instant, on n'a pas encore vu vraiment Mathieu Van Der Poel face à Tadej Pogacar sur un Paris-Roubaix, donc ça sera peut-être l'occasion, si Pogacar se décide un jour à y aller, de pouvoir jauger ça. Oh, bah, il n'y Après, a aucun doute sur le fait qu'il va y aller. et pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que s'il gagne Paris-Roubaix, pour qu'il fasse ses 5 monuments, RCS, ils vont mettre à la fois la Magnier et la Pompeiana sur le même parcours pour que Pogacar, il a gagné, hein. Bah, sinon, il attaquera dans le Tour de Chino. Bon, en tout cas, il y a encore de quoi faire pour Tadej Pogacar. On va rappeler que cette année, il n'aura que, entre guillemets, 26 ans. Donc, il a encore sur le papier de très bonnes et longues années de sa carrière devant lui. Pour revenir et finir quand même sur les Ardennaises, il y a un coureur dont j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on n'en avait pas parlé la semaine dernière, et là, si on n'en parle pas là non plus, ça serait quand même dommage. C'est Stephen Williams, le Britannique, le Gallois, qui a remporté la Flèche Wallonne. Il avait déjà remporté en début de saison le Tour Down Under, et justement, dans les commentaires sur YouTube, après le podcast de la semaine dernière, on avait eu quelqu'un qui nous avait dit moi je sens bien Stephen Williams, on n'en parle pas beaucoup, mais je le sens bien. Je m'étais fait la réflexion quand j'ai pris l'antenne sur la Flèche Wallonne, quand j'ai commencé à regarder la course, je le voyais bien placé, je me suis dit ça serait peut-être son jour. Et ben, ça a été son jour.
Il a remporté cette Flèche Wallonne. Mais justement, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que finalement peu de monde en parle? Est-ce que c'est soit que c'est une victoire surprise, soit que c'est un coureur qui est peut-être un peu sous-coté par rapport à ses qualités? Bah, c'est Ah, compliqué d'être de côté quand t'as pas encore de carrière vraiment derrière toi. Donc, comme là, c'est le coureur qui explose cette année, qui commence à faire des gros trucs cette année, forcément ça surprend et forcément tu dis ah oui, c'est vrai. Je pense que ça se verra plus par rapport aux prochaines années. S'il gagne d'autres grosses victoires, cette victoire-là, elle ressortira plus. Mais là, pour l'instant, ça serait Stephen Williams, ça serait un autre coureur d'Israël première tech, ça serait un peu la même chose. Pour ceux qui suivent un peu plus sa carrière de près, c'est un peu plus marquant, hein. Pour le suiveur moyen, c'est un bon coureur, mais ça aurait été Kevin Vauquelin qui aurait gagné, ça aurait été un peu pareil, quoi. et puis Steven Williams gagne la Flèche. Alors, il était en grande forme, on le voyait bien faire le ménage sur le mur, déjà être bien actif dans les passages précédents, mais on se dit que s'il y avait eu un très gros nom présent au départ, il n'y a pas spécialement de doute, à condition d'avoir bien été vêtu, mais qu'ils auraient su battre Steven Williams sans trop de problèmes aussi. Donc, entre guillemets, c'est que pour toi, Stephen Williams a bénéficié de conditions favorables, à la fois le fait qu'on n'avait pas un gros cador, comme peut l'être Tadej Pogacar, et aussi les conditions météorologiques qui ont décimé une bonne partie des prétendants à la victoire. Bah, les favoris ils se faisaient tous distancer un par un parce qu'ils étaient frigorifiés, parce qu'ils n'avaient pas la veste, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Enfin, donc, il y avait une forte résistance à la météo qu'il fallait avoir et qui a participé à faire un énorme tri parmi les coureurs. Mais ça n'empêche pas qu'il était vraiment très fort Ah oui, sur cette Flèche Wallonne. ça c'est sûr. Hein, je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer sa performance. Alors, certes, c'est depuis que la victoire se joue dans le mur de Huy depuis 2003, c'est la montée du mur de Huy la plus lente. Mais je pense Ah bon. qu'on a plein d'explications pour ça. Suffit de voir la météo, tout le bazar qu'il y a eu avant dans la course. Ça permet assez facilement de comprendre pourquoi ça a été 20-30 secondes plus lent que d'habitude. Mais ça n'empêche que ça fait quand même une sacrée performance de Stephen Williams. Raphaël, qu'est-ce que tu dirais pour ta part de la victoire du Gallois d'Israël Première Tech sur la Flèche Wallonne? Alors franchement, moi c'est surtout la manière dont il sort à 300 mètres, quoi. Enfin, je l'ai vu partir, je me suis dit, putain, il leur a mis un sacré coup de rein, quoi. Parce que il a creusé l'écart vraiment super vite. Je pense que ça leur a mis un sacré coup sur la tête à tous les autres. Et puis sinon, je me faisais la réflexion en regardant son palmarès juste après, c'est un coureur qui cible vachement ses courses. Pour l'instant, ça lui réussit pas mal parce que en général, il est soit pas du tout en forme, soit il gagne. C'est vrai que j'avais lu son portrait après la Flèche Wallonne dans l'équipe qui revenait un peu sur son parcours. Il n'a pas été aidé par des pépins de santé. Là, il commence à le voir gagner le Tour Down Under, la Flèche Wallonne. Ça commence à être des victoires vraiment de référence pour lui. Aussi sur la Flèche, ce qui m'a marqué aussi, outre son démarrage à 300 mètres, c'est que avant il a été très actif. C'est pas comme s'il était resté planqué dans les roues jusqu'au pied du mur de Huy et qu'il avait profité de sa fraîcheur. C'est dans l'avant-dernier passage du mur de Huy, c'est lui qui sort tout le monde de sa roue alors qu'il y a encore plus d'une minute à reprendre sur Søren Kragh Andersen et qui se dit bon bah je monte à mon rythme et puis au final il distance tout le monde. Il se retrouve après derrière avec quelques coureurs dont Bouitrago, Van Riels, Vauquelin, mais il est encore là à faire beaucoup d'efforts, ce qui permet aussi d'insister sur le fait que c'était le coureur le plus fort mercredi sur la Flèche Wallonne. Donc c'est pas rien et ça va compter dans son palmarès. Et peut-être qu'à l'avenir on pensera peut-être un peu plus à lui sur ce genre de course, peut-être au moment de se dire bah, quel coureur pourrait gagner, les favoris et les outsiders. C'est peut-être un coureur sur lequel il va falloir davantage compter à l'avenir. Après tout ça, je vous propose, Johan Geoffrey, je sais que vous l'attendez, de passer aux Ardennaises côté féminine, avec... pour rappel de ce qui s'est passé, déjà il y a 10 jours, on avait eu la victoire de Marianne Vos devant Lorena Wiebes sur l'Amstel Gold Race, finale... Comique. Voilà, on peut le dire ici, puisque Lorena Wiebes qui pense gagner, qui lève les bras, et qui se fait passer sur la ligne par Marianne Vos. On a eu ensuite, mercredi,
la victoire de Katarzyna Niewiadoma 5 ans après sa dernière victoire, la libération pour elle et pour, et pour beaucoup de monde aussi. Et dimanche, Grace Brown qui, on peut le dire peut-être un petit peu, crée la surprise devant Elisa Longo-Borghini et Demi Vollering, après avoir anticipé l'attaque, les offensives des leaders. Qu'est-ce que vous retenez, Johan, Geoffrey, de cette campagne des Ardennaises du côté féminin? La SD Works en déroute. Aucune victoire en finale du coup, oui. Aucune victoire, même enfin, 2 défaites un peu ridicules, que ce soit sur Liège ou que ce soit sur l'Amstel. Enfin, une coureuse qui sprint et qui s'arrête de sprinter trop loin, ou une coureuse qui lance son sprint 30 mètres derrière les autres, quoi. Quelque chose qui tourne pas rond dans la machine, et à face de ça, des courses assez chouettes avec plein de des courses qu'on est content de voir gagner. Un peu l'inverse des courses du coup masculines, c'est un peu comme sur ce qu'on a vu sur le Tour des Flandres, où le Tour des Flandres féminin, c'était surtout le final qui était très très dense, très intéressant. Là, c'est pareil, c'était sur les finaux de course qui étaient très denses, très intéressants. La flèche est pas intéressante chez les filles cette année, mais on a un beau final sur Liège, un beau suspense, d'un kilomètre vraiment à forte tension, vraiment très très sympa à suivre. Et puis après l'Amstel, bon, c'est un peu gâché par l'arrêt en milieu de course et le fait de redémarrer en circuit avec plus court, et du coup les courses comme les Borghini peuvent pas faire la différence dans les bosses. Mais non, vraiment vraiment chouette à suivre. Et puis le trio Longo Borghini, Vollering et Niewiadoma un peu au-dessus de tout le monde, c'était vraiment vraiment sympa quand même. C'est vrai que justement chez SD Works, est-ce que le fait que Demi Vollering, qui est en fin de contrat, la SD Works a annoncé publiquement, il y a quoi, un mois de cela peut-être, qu'elle ne serait plus dans l'équipe la saison prochaine, est-ce que ça peut jouer aussi sur psychologiquement ou au niveau tactique Bah, je pense pas que ça va jouer parce qu'elle aura pas de difficulté à retrouver un contrat avec une bonne équipe. Et c'est pas ça qui l'empêche. Enfin, c'est pas comme si elle avait été mise à mal par son équipe, parce que sur la Flèche et sur Liège, elle les perd un peu toute seule, les deux. Le mur de 8 où elle fait le tempo en se disant bon, c'est bon, je suis la plus forte, je roule devant, personne va remonter. Bah, si, là, il y est plus fort. Et puis sur Liège, le concept du sprint ultra décollé. C'était l'impression d'avoir envie de se donner un handicap, presque. Ouais, parce que sur Liège, elle est la dernière du groupe, hein. Oui, oui. Donc c'est vrai qu'elle s'est pas forcément facilité la tâche, hein. Mais après oui, alors juste pour la précision, il y a des négociations de contrat. On sait que, enfin, on a des rumeurs qui l'envoient notamment chez FDJ Suez pour la saison prochaine. Ouais, elle a laissé Grasbone gagner prochain, quoi. Mais oui, après il y a peut-être aussi le fait que bah, déjà elle est moins forte individuellement que l'année dernière. Elle est un peu moins forte. La concurrence est plus forte aussi, hein, parce que Elisa Longo-Borghini, là, depuis quelques courses, vraiment le niveau monstrueux là, chaque fois dans les bosses, dans les relances, tout le final de Liège où elle va chercher tout le monde, elle met 15 accélérations de suite. C'est quand même plus costaud que ce qu'elle avait en opposition l'année dernière. Niewiadoma, pareil, qui a son meilleur niveau. Donc, déjà, c'est un peu plus costaud en position. Elle est un petit peu moins bien. Je pense qu'elle est quand même un peu plus dans le doute par rapport au fait de ne pas gagner, d'être un peu plus, de pas savoir exactement quoi faire en course. Donc, tu as tout le combo là qui fait que du coup, ça passe pas et qu'elle vient pas ses courses. Après, pas forcément incroyablement en dessous de ce qu'elle était les années précédentes non plus. C'est aussi que son équipe, enfin, il n'y a pas de densité de son équipe aussi qui l'aidait beaucoup par rapport à l'année dernière, notamment une Marine Reusser qui manque là sur Liège, clairement, et des équipières qui sont plus là pour aider Kopecky à accrocher les roues qu'à aller aider Vollering à attaquer. Mais bon. Geoffrey, comme le dit Johan, la hiérarchie est beaucoup plus resserrée cette année que l'année dernière, avec une Demi Vollering qui n'a plus la marche qu'elle avait l'année dernière, et des concurrentes qui sont aussi plus fortes. Sur le collectif, Lidl Trek est vraiment presque au niveau de celui SD Works. Après, individuellement, si on regarde chaque course, l'Amstel, ils doivent la gagner si, si Laura n'avait pas n'importe quoi. La Flèche, bah, Demi Vollering, elle s'est clairement vue trop belle, trop forte, trop tôt. Il y en a dit, mais la victoire de Kassia Niewiadoma, elle fait vraiment plaisir à tout le monde de l'avoir enfin réussi à en gagner une, après autant de temps. Liège, c'était un peu différent, parce qu'il y a
les équipes qui ont joué avec l'échappée, parce que les grosses équipes avaient toute une coureuse devant, c'était pas nécessairement la meilleure. Ça a laissé beaucoup de temps à cette échappée. Plusieurs fois, ça se regardait derrière, donc ça permettait à l'écart de remonter. Il y a des contres qui sont repartis par moment. Il n'y avait pas toujours les favorites qui étaient devant. Enfin, c'était vraiment très très plaisant à suivre. Oui, c'est sûr que c'était une course beaucoup plus tactique, hein. Il y avait quoi? Un groupe de 9 coureuses qui avaient pris la tête. Et puis, par exemple, du côté de Canyon SRAM, on avait Elise Chabet. Pour la SD Works, on avait Misha Bredevold. Donc c'était pas les leaders. Il y avait certaines belles cartes. Mais typiquement, Bredevold n'a pas tenu quand ça a commencé à accélérer à l'avant. Bah, c'est Bah ça, non. mais tu avais aussi Lucinda Brandt qui était là pour Lidl Trek. Je sais plus qui était là pour comment dire, pour Visma, je vais encore dire. Van Aert, Jumbo, c'était Van Aert. Euh, pas le belge, hein, l'autre, Eva Van Aert. ouais, puis Grace Brown qui était devant très tôt, puis même Gigante, Perkins, Cazzo qui reste avec les meilleurs jusqu'au bout. Enfin, c'était. Oui, pour le coup, on a eu le suspense jusqu'au bout, Ouais, ouais. avec ce jeu entre la tête de course et le peloton. Et justement, j'avais vu Juliette Labousse qui termine 8ème et première française à l'arrivée de ce Liège-Bastogne-Liège, qui après la course disait à Direct Vélo: je pensais que Trek et SD Works n'allaient pas jouer avec le feu et rouler plus tôt, mais elles étaient peut-être un peu trop sur d'elles. Mhm. Vous êtes d'accord avec ça? Bah, Et c'est je vais chaud. s'attendre à voir Brandt et Bredevolt tenir un peu mieux, ouais. Ouais, enfin, Bredevold, fallait quand même être optimiste, hein, face à Chabet, Grace Brown, dans des bosses. Ouais, mais pas, je veux dire, pas nécessairement pour rester avec elle pour la gagne, mais pas péter aussitôt. Oui, mais enfin, le truc, c'est que si t'as une échappée devant, qui a 2 minutes d'avance, dedans, j'ai Chabet, j'ai Grace Brown, je me dis, oula, il y a le feu, parce que les deux, elles peuvent Oui. aller gagner, quoi. Et justement, les deux équipes se regardaient l'une l'autre pour dire alors, vas-y, vas-y. Tu peux pas gagner, ouais, mais moi j'ai déjà gagné la dernière, ouais, mais moi j'ai gagné les classiques il y a 15 jours. Enfin, c'était. Pour une fois que justement, ça se fait pas rouler comme des débiles. Oh là là, il y a 4 domaines qui ont 40 secondes d'avance, faut vite se mettre à rouler derrière parce que sinon peut-être qu'ils vont aller au bout. Euh, Ouais, c'était la situation inverse, parce qu'il y a eu encore 2 minutes d'écart très tard dans la course, hein. Bah, ça a fondu juste avant la Roche-au-Faucon, où ça roulait très très fort là dans le peloton, juste avant d'entamer le pied de la bosse, ça a permis de combler le gros de l'écart, mais oui, ça s'est mis à rouler tard, hein. et puis on peut même rajouter le petit moment what the fuck avec le rond-point qu'il fallait prendre à gauche, qu'elle le prenne à droite et qu'il y a le vélo qui saute et qu'il y a un petit cyclocross qui se rajoute là. Oui, et Grace Brown, qui, qui est pas loin, qui fait partie des coureurs qui sont pas loin de tomber. Je crois que c'est la dernière à repartir. Hmm. Et 10 minutes après, elle décroche la victoire. Est-ce qu'on peut parler de surprise pour Grace Brown de l'avoir remporté, ce Liège-Bastogne-Liège? Bah, non, enfin, c'est une surprise parce que les gens l'envisagent pas, mais elle a déjà fait 2 fois deuxième, en fait. C'est pas la première fois qu'elle anticipe et qu'elle se retrouve à jouer devant. On sait qu'elle a une bonne pointe de vitesse, c'est que si elle arrive dans un petit groupe comme ça, il y a pas beaucoup de monde qui peut l'aligner non plus. Donc c'est une semi-surprise, hein, c'est pas. Moi, Oui. je sais que justement, quand je l'ai vu sortir de route, je me suis dit, ah, putain, ah zut! Parce que moi, je la voyais gagner en fait face à Voloring, face à Longo Borghini au sprint. Donc, je me suis dit, ah, c'est foutu. Et bon, après, elle est revenue, elle a très, très, très bien joué le final. Et au moins, il y a une petite cassure avec Casdo qu'elle veut pas boucher, qu'elle attend, elle attend, elle attend. Elle se réfère pile au bon moment. C'était vraiment très finement joué. Face à Longo Borghini qui mettait des sacs dans tous les sens. Donc, moi, ça m'a pas surpris. À partir du moment où elle était dans l'échappée, qu'elle a de l'avance et que derrière ça jouait, je me disais, ah ouais. Donc, je pensais que ça allait le faire. Donc, ça m'a pas surpris. Après, c'est ce matin. Enfin, on aurait dit ça hier matin, oui, ça aurait été un peu plus surprenant. Mais Oui, comme tu disais, Grace Brown qui a déjà terminé 2 fois deuxième, préciser c'était en 2020-2022, donc c'est pas comme si c'était super loin non plus. En plus, des années paires, tous les 2 ans elle fait un podium, ben là ça finit sur une victoire pour l'Australienne de FDJ Suez. soit c'est podium, soit elle avance pas, quoi. Geoffrey, est-ce que, comme Yohan, tu trouves que Grace Brown a fait la course parfaite pour aller remporter ce Liège?
Anticiper, ça pouvait peut-être paraître risqué quand ils sont partis, mais finalement, ça s'est retrouvé être la bonne stratégie, vu que derrière, ça s'est beaucoup regardé. Ce qui a permis de garder un peu de fraîcheur quand les autres ont dû monter beaucoup plus vite certaines côtes dans le final. Sur le sprint, maintenant, c'était relativement ouvert. Longo Borghini, elle aurait pu faire encore plus n'importe quoi au sprint que ce qu'elle a fait là, mais, mais ça a passé. Vollering, pour le coup, enfin, c'était complètement easy. Les deux Canyon SRAM en vitesse pure sur le plat, c'est largement à la portée de Grace Brown, hein, c'est ce qu'on a vu. Kim Kazo, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais Elle a tenté, mais il lui restait plus forcément beaucoup de force dans ouais, et les puis pattes, hein. enfin, elle n'a pas vraiment de référence au très haut niveau pour la gagne dans ce genre de course. Elle est Mhm. encore toute jeune, donc enfin, là, ça aurait été une vraie surprise si c'était elle qui gagnait, quoi. Oui, oui, Tu vois, ça. c'est Paris, hein, la meuf toute grande, toute longiligne, tu t'attends pas à ce qu'elle fasse des sprints de Mm. l'espace. Non. Puis à partir du moment où Vollering fait n'importe quoi, Vollering gère bien son sprint, je pense Vollering gagne et il n'y a pas de problème. Mais là, c'était vraiment n'importe quoi son sprint. Oui, voilà, c'est parce que son sprint, elle le lance alors qu'elle est dernière du groupe. Elle a en plus un petit écart à rattraper. Alors, Elle veut rappeler que c'est elle la leader de SD Works. Il y a Vibes qui fait n'importe quoi au sprint. Elle dit non, non, c'est moi qui est numéro un, c'est moi qui fais n'importe quoi. ah oui, ben là, entre les deux, il y a deux sacrés exemples de sprint qu'il faut montrer de ce qu'il ne faut pas faire. Et on peut, la trilogie ardennaise, on peut rajouter la flèche, hein, rouler aussi fort comme ça dès le pied du mur. Si t'es pas vraiment, vraiment, vraiment sûr de toi, faut pas faire parce que tu te fais aligner après, hein. Ah oui, aussi, en effet. Mais oui, après, sur, pour en finir sur ce Liège, est-ce qu'on peut dire aussi, en comparaison de Lidl Trek et SD Works, qui étaient les deux principales équipes au départ, en regardant ce qu'ont tenté l'équipe Canyon SRAM, avec Katarzyna Niewiadoma qui venait de gagner la Flèche Wallonne, et avec Élise Chabet qui avait été justement dans ce groupe de 9 coureuses envoyées pour anticiper. Euh, c'est une équipe qui a essayé de maximiser ses chances par rapport à ses capacités. Les deux qui sont dans le top 5, c'est que vraiment ils ont, ils ont bien optimisé leur chance. Ils ont même Bauernfeind et je sais plus qui d'autre qui était dans le groupe derrière à Liège. Bradbury. Voilà. Enfin, ça, enfin, mais surtout, en soi, peu importe ce qu'ils faisaient à Liège, ils avaient déjà gagné la flèche. Leur semaine, elle était réussie sur ça. Parce que d'avoir réussi à ce que Nievedema, enfin, elle regagne. Mais là, les deux ont bien posé sur la course à leur manière. L'anticipation de Chabet était très bien pensée. Bon, maintenant, il y avait des courses plus rapides qu'elle au sprint. C'est pas de chance, mais le 4 et 5 serait vraiment plus dommageable s'il n'y avait pas eu cette perf 4 jours plus tôt. C'est sûr. La victoire de Niewiadoma permet de dire que c'était une semaine ardennaise réussie pour la Canyon SRAM. Puis pour finir un petit mot des coureuses françaises, au niveau des meilleures performances sur l'Amstel Gold Race, c'était Léa Curinier qui avait pris la 13e place. Sur Liège-Bastogne-Liège, c'est Juliette Labousse, on l'a dit, qui a terminé 8e. Et sur la Flèche Wallonne, on a un petit peu mieux, puisque Evita Music a terminé 4e. Et on a aussi Juliette Labousse 7e. Qu'est-ce qu'on peut en dire des performances de nos coureuses françaises? Bah, après, c'est toujours un peu les deux qu'on attend sur ces courses-là, qui performent, qui progressent. Euh, la Bousse, il lui en manque un petit peu. Bah, de toute façon, les deux, il leur manque en fait pour suivre les trois meilleurs, en fait, parce que la Bousse a pas la 8e place de la Bousse sur la flèche, c'est aussi largement lié à l'anticipation de quelques courses derrière. Sinon, ça faisait top 5, je crois, il me semble. Evita Music sur la flèche, bah, il lui manque de ne pas suivre les trois coureuses qui sont les trois meilleures coureuses des 5 dernières années, quoi. Donc, il n'y a pas d'énormes regrets à avoir. C'est très bien, elles progressent. À voir si un jour elles arrivent à accrocher et suivre et pourquoi pas les battre. Juliette Labousse après seront peut-être plus de chance sur les courses par étapes pour ce genre de choses, mais Evita Music, peut-être dans quelques années sur la flèche, elle pourra gagner à la pédale toute seule. On verra bien. Donc après, il y a eu des choses sympas.
Derrière, c'est un peu plus invisible, même si la Curnier est encore très bien sur les classiques là cette année. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des Françaises qui sont dans le jeu. Et Cédrine Carbal, qu'on a vu aussi un peu présente par moment et qui. Tout à fait, qui finit 16ème de Liège, juste derrière Evita Music. Faut pas l'oublier, la championne de France du chrono. Donc ça fait, Geoffrey, pour toi aussi, des bons résultats et des espoirs à l'avenir, si Musique, Labousse, aussi Kerbaol, C'est ça, Curinier, ouais, parce que c'était tellement le néant absolu il y a encore quelques saisons. Enfin, il y avait Pauline Ferrand-Prévot quand elle gagne la flèche, mais c'était un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, parce que il y avait rien du tout. Mais là, il y a un petit peu de présence à droite à gauche. Peut-être que d'ici quelques années, il y en aura 4-5 dans le top 10 et je te dirais comme côté masculin, ouais, mais maintenant il faut aller en gagner une. Mais ça avance. Ça avance. En tout cas, c'est bien de voir petit à petit ce progrès. On n'a plus un espoir d'ici quelques années pouvoir une Française remporter une course de ce style. Mais voilà, on voit le progrès année après année. On se souvient, je crois que c'était il y a 2 ans, Juliette Labousse qui avait remporté pour la première fois une course par étapes pour le Tour de Burgos. Donc le progrès se montre année après année. Et puis en World Tour, il y avait aussi Audrey Cordon-Rago qui avait gagné Vergarda avec Marianne Vos déclassée. Avec Marianne Vos déclassée, oui, mais disqualifiée. C'est pas déclassé, c'est disqualifié pour position illégale sur le guidon, mais ça fait une victoire quand même. Oui, voilà, c'est toujours bon à prendre. Je crois qu'on a vu aussi Clara Copponi qui avait gagné un sprint sur le Women's Tour de Grande-Bretagne. Oui, puis une étape sur le Giro avec Musique et des petites choses. Du coup. Donc voilà, ça fait du positif, parce que c'est des jeunes coureuses, donc il y a de quoi faire, parce que typiquement, je regardais sur la Flèche Wallonne, Evita Music elle va avoir 25 ans cette année, il n'y a pas plus jeune devant elle. Juliette Labousse, la seule plus jeune devant elle, c'est Evita Music justement. Et elle a 25 ans aussi. Kerbol, elle va avoir 23 ans, si je dis pas de bêtises. Céline Kerbol, oui, va avoir 23 ans cette année, elle qui avait été maillot blanc du Tour de France l'année dernière. Qu'on le rappelle, la précision que le Tour de France Femmes, le classement des jeunes, c'est les moins de 23 ans, pas les moins de 25 ans qu'on a chez les hommes. Voilà pour la petite différence. Bon voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait dire sur ces courses ardennaises féminines et masculines. Il s'est passé pas mal de choses, ça nous a fait quand même donc des courses assez animées, assez sympas à suivre. Vous avez bien insisté dessus, et donc un bilan de cette campagne quand même bien positif. C'est ce que l'on pourra retenir de ces Ardennaises Cru 2024. À présent, la saison des classiques est terminée, on va se tourner vers les courses par étapes. On a le Tour de Romandie qui arrive cette semaine, et on aura surtout le Tour d'Italie qui va très vite arriver. Tour d'Italie qui sera notre prochain rendez-vous pour Chasse Patate la semaine prochaine. Avant tout ça, je vous remercie, Raphaël, Johan et Geoffrey, de m'avoir accompagné pour ce podcast de bilan de ces Ardennaises. Et donc pour le prochain podcast Chasse Patate, la semaine prochaine, pour présenter le Giro. En attendant tout ça, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.